France Maghreb 2. Ah, je suis ravi de vous retrouver, messieurs, dames. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. C'est votre LGF, votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h sur France Maghreb 2. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui avaient la chance d'y être. Et puis, bonne rentrée, bonne reprise à tous ceux qui ont repris le travail aujourd'hui. Et il y en a quand même pas mal. Alors, c'est reparti pour une nouvelle semaine du Grand Forum avec aujourd'hui, pour nous accompagner, la ravissante Hanan Zawani. Comment va-t-elle? Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs et chères auditrices, salam alaikum. Écoutez, ça va Christophe, très bien, ravi d'être de retour parmi vous. Absolument, et ravi de faire ma rentrée avec toi, ma chère Hanan. Et on va également accueillir, puisqu'il est avec nous, il sera notre invité, il va nous parler de son livre tout à l'heure, monsieur Malek Bezou. Bonjour Malik Bezou. Bonjour Malik. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Vous allez ainsi nous présenter votre livre, qui est un livre de réflexion. Autour d'un sujet que vous connaissez bien et que vous avez tenté de parcourir au travers de votre livre. Donc c'est France Islam. On va en parler tout à l'heure de ce livre. France Islam, le choc des préjugés. Le choc des préjugés, pour être tout à fait complet pour le titre, exactement. Malik, sois le bienvenu en tout cas sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. Avec vous, chers amis auditeurs, on ne change pas une équipe qui gagne et les bonnes habitudes. À savoir évidemment, et pour commencer, le programme du LGF de ce lundi. Sur France Maghreb 2, c'est parti. En ce lundi, nous sommes le 5 mars. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, la ville de New York a accepté d'indemniser 3 femmes obligées de retirer leur foulard pour prendre une photo d'identité. Elles recevront $60 000 chacune. Invité Malik Bezou, auteur du livre France Islam, tout à l'heure à partir de 17h. L'entreprise Lafarge est soupçonnée d'avoir versé de l'argent à des groupes armés en Syrie. L'ancien ambassadeur de France admet avoir rencontré ses dirigeants après avoir nié tout contact. La question LGF du jour. Veiller à la déontologie des programmes audiovisuels est une des missions du CSA. Ce concept comporte plusieurs volets dans le respect de la personne humaine et la lutte contre les discriminations, l'honnêteté, l'indépendance de l'information. Pensez-vous que ces règles déontologiques soient actuellement respectées dans les médias? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, le retour de Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, le LGF évidemment, qui fait son grand retour en direct en ce lundi 5 mars. Ravi de vous retrouver. Et c'est vrai que ça fait du bien, une petite semaine comme ça de repos. Ah oui, on va pas s'en priver quand même de temps en temps, hein, ma chère Hanan. Heureusement que ça existe les vacances. Pour toi, c'est une fois de temps en temps. Septembre et le mois de juillet. C'est ça. Oui, bon, on aura d'autres encore. T'as un acharné de travail, dis donc. Alors, on essaie, 7 jours sur 7. Non, 5 jours sur 7. 5 jours, ça suffira, oui. Absolument. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. LGF, le Grand Forum, votre émission, votre talk de fin d'après-midi, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble surtout, chers amis, auditrices, auditeurs, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand et partout ailleurs en France, au travers de nos différentes fréquences FM et RNT. Et aussi pour ceux que éventuellement ça peut intéresser, de télécharger l'application France Maghreb 2, puisque ainsi vous pouvez rester connecté à votre radio partout où vous vous trouvez sur le globe. 01 40 33 9000, ça c'est le numéro de téléphone pour arriver jusque nous. Mais avant toute chose et avant de parler de la question du jour aujourd'hui, qui va mériter qu'on s'y arrête, et peut-être que l'on va vous solliciter aussi pour que vous puissiez nous donner votre avis, parce que il y a aussi ces citoyens qui se mobilisent, donc il faut les saluer au travers de différentes mobilisations. Ça entreprend et donc ça a mérité d'être salué. Pour le coup, on va démarrer tout de suite avec le zapping. C'est les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé tout au long du week-end. On va commencer, ce zapping avec Bernard de la Villardière, qui fait la tournée des médias en ce moment, qui était l'invité de Thierry Ardisson, les Terriens du dimanche hier soir sur C8. Et il confie avoir donné une baffe à son fils. Pour quelle raison? Écoutez. Parents, c'est dites à vos enfants que vous les aimez, quoi qu'il arrive. Parce que moi, mon père m'a cogné pas mal, même trop parfois, mais il m'a toujours dit qu'il m'aimait. Et cet amour de mon père a beaucoup plus compté que tout le reste. Il y a quand même une fois, vous avez cogné votre fils Marc, quand même. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai trouvé une boule de shit dans son jean, dans la poche de son jean, il avait 15 ans. Et donc j'ai fait un peu la morale, et il m'a dit, et voilà, comme tous les parents, j'ai pensé que c'était pas de sa faute, c'était la mauvaise réputation, c'était ses copains. Et je lui ai dit, arrête de voir tes copains qui sont cons. Et réflexe, il a dit, mais non, c'est toi qui es con, papa.
Bah. Donc je lui ai mis un pain, ouais. Il a continué à se défoncer ou Mais pas? une autre fois, un peu plus tard, en fait, ma femme m'a appelé pour me dire, je croyais que j'avais réglé la question, et j'étais en Afghanistan, et ma femme m'appelle, et elle me dit, j'ai trouvé une pipe de shit dans la poche de ton fils, il a pas arrêté. Et je lui dis, bon, passe-moi Marc, je lui fais la leçon, et il me dit, c'est pas moi papa, c'est pas moi papa. Tout d'un coup, je réfléchis, et en fait, c'était un truc que j'avais ramené d'un voyage. Voilà pour les petites confidences de Bernard de la Villardière qui, ma chère Alan, je sais pas si tu l'as vu la semaine dernière, bien s'est fait remarquer avec encore une phrase sur le foulard, avec notamment Rokhaya Diallo la semaine dernière. Bah c'était, pour ma part, ils se sont fait remarquer tous les deux, que ce soit Rokhaya Diallo ou de la Villardière. Je les ai trouvés ni l'un ni l'autre, enfin aucun n'était à l'écoute de l'autre. Il y avait aucune volonté d'en réalité discuter et puis d'arriver à une position commune. Donc en toute sincérité, avec tout le respect que j'ai pour Rokhaya Diallo pour son combat, je les ai trouvés mauvais tous les deux. Tiens Malik, est-ce que tu regardes, est-ce que tu suis un petit peu le cas Bernard de la Villardière qui se fait remarquer avec ses sorties peu glorieuses sur le foulard, sur les femmes voilées, etc. Oui, enfin, j'ai pas un intérêt particulier pour ce personnage. Il y a aucun mépris dans mon propos. Je veux simplement dire que, enfin, j'ai pas vu des livres circuler. Ça se saurait. Bon, non, mais vraiment, c'est sans aucun mépris que je dis ça. Oui, maintenant, par rapport à ses propos, il a, à mon sens, le droit de considérer. Il a le droit d'avoir cette opinion, mais il se trompe. Il est dans le préjugé grossier. Considérer que le port du voile est le signe, comment dirais-je, d'une manifestation politico-religieuse, c'est ridicule. C'est historiquement, scientifiquement, totalement infondé. Ouais. Non mais lui déjà historiquement depuis pas mal d'années, on va le rappeler, il a quand même une obsession sur l'islam, sur les musulmans. Quasiment à chacun de ses reportages, même quand il n'y a pas lieu d'en parler, il va tout le temps mettre en lien avec les musulmans. Il y a des amalgames, en tout cas dans sa bouche, que je trouve assez dangereux entre musulmans, islamistes, puis ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc pour en revenir à ce qui s'est passé la semaine dernière sur le plateau de Cyril Hanouna, donc TPMP, c'est que Rokhaya Diallo d'emblée en fait a été assez agressive parce que je pense qu'elle en avait assez, en lui disant écoutez, votre manière de traiter l'information elle est juste inacceptable, et lui tout de suite déjà a refusé de lui répondre, et surtout il est revenu encore sur son obsession. Oui mais le voile voilà, ça c'est une revendication politico-religieuse, et pour un journaliste j'ai trouvé ça vraiment petit et bas de sa part. Tout de suite il a fait le lien avec l'Iran, la Tunisie, alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Donc il est voilà, Boko Haram, oui. Ouais. Donc de toute façon même par ses tweets, je sais pas si tu le suis sur Twitter, mais bon. Non. Bah même, enfin, quand il a été entre guillemets, enfin, il retweet des personnages un petit peu sulfureux, islamophobes, pareil, qui ont une obsession des femmes voilées. Le printemps républicain, par exemple. Bah même pire que le printemps républicain. Il avait retweeté un tweet d'un Palestinien qui est vraiment très très dur sur les réseaux sociaux concernant les femmes voilées. Enfin, ça dépasse même la dureté. Il devrait être arrêté, je veux dire, cet homme-là, quoi. Bon, on en termine avec Bernard de la Villardière et ses confidences sur son fils. Concernant son fils, il s'est pris une raclée. Nos enfants sont déjà pris une raclée, c'est pas la fin du monde, quoi. Oh, attention, on va peut-être interdire la fessée, fais gaffe. Non, mais de temps en temps, quand ils sont petits, c'est mérité. Après, oui, je suis d'accord avec. Petit ou pas d'ailleurs, quand c'est mérité, c'est mérité. Hein. Voilà, oui. Après, il faut expliquer les choses. N'a jamais fait de mal à personne, quand même. Les choses, ouais. Bon, c'est vrai que certains psychologues considèrent, et c'est pertinent,
étonnant que donner une fessée, c'est aussi peut-être un acte, c'est un échec en termes éducatifs. C'est peut-être aller vers la simplicité, mais en même temps. Comment je m'en suis pris, ça oui, m'a mais pas moi aussi. marqué. Hein, non, mais bien évidemment. Ouais, en tout cas, ça, à la limite, ça peut même marquer en disant, tiens, la seule claque que j'ai pris de mon père, c'était pour une raison, voilà. Hein, tu vois, et ça marque à vie. Et bon, quand ils grandissent et puis qu'ils font 1m75 et qu'ils sont plus grands que toi, ou que ta fille a 20 ans et, qu'elle est plus mastoc que toi, on en met moins, je dirais. Ça sent le vécu, ça. Je pourrais dire juste un petit mot sur. Je t'en prie, Malik. Le monsieur de la Villardière. Bernard. Nanar, si tu veux l'appeler Nanar, vas-y, appelle-le Nanar. BLD, c'est ça. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il est pas le seul. Il y a un véritable, comment dirais-je, état d'esprit caractérisé par une ignorance totale et même un discours peut-être idéologique concernant à réduire la femme musulmane qui porte le foulard à une militante politique. C'est absolument ridicule. Le port du foulard, effectivement, dans une vision orthodoxe et classique de l'islam, obéit à certaines prescriptions et le produit de certaines prescriptions coraniques. De là à, et puis il faut savoir qu'il y a des femmes qui portent le foulard et qui combattent l'islamisme, en tout cas l'islamisme dans sa version radicale. Donc c'est très simpliste, et ce qui est tout à fait dramatique aujourd'hui en France, c'est cet effondrement de l'intelligentsia par rapport à la question de l'Orient, pour être plus général, et en particulier à celle concernant l'islam. Alors, concernant de la Villardière, je pense pas du tout que ce soit par ignorance. Il sait très bien ce qu'il fait. Son objectif, c'est quand même de jouer sur le buzz. Ça fait des années qu'il le fait. Donc c'est pas du tout par ignorance. Enfin, je veux dire, quand il vient balancer dans l'émission, écoutez, en Tunisie, ça a été interdit. Il oublie de préciser que ça a été interdit en des temps où la dictature était mise en place, et puis que dès que cette dictature a été écartée, les femmes ont reporté le voile parce que pour elles c'était naturel et qu'il y avait aucune pression. En tout cas, il peut y en avoir, mais pas de manière générale, quoi. Sans nul doute que de la Villardière fera son entrée dans le DLM Nouvelle Génération dans quelques jours, qui va réapparaître sur France Maghreb. On vous en expliquera évidemment davantage. Pour l'heure, la suite de ce Zap 24 avec un petit tour par Canal+. C'était hier après-midi. L'émission de Mouloud Achour, je sais pas si quelques-uns la regardent, elle est plutôt pas mal d'ailleurs. J'ai pas pu voir ça dimanche. Hier après-midi, donc, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, très mal à l'aise lorsqu'on lui pose la question s'il est candidat à la mairie de Paris pour les prochaines élections. Je sais pas si vous promettez, je sais pas si là ou la future candidate à Paris, quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit sa couleur politique. Vous promettez que vous n'allez pas vous présenter? Mais franchement, ça intéresse à peu près personne, moi, vous savez. Non, ça intéresse tout le monde ici. Vous levez la main, ceux que ça intéresse. Ouais, c'est ça. Ça intéresse personne. Parce que, au fond, il y a un sondage qui vous contredit. Ouais, mais si cette élection de plein de personnes. Très représentative. Qui représente plein de rats. C'est marrant parce que, justement, la plupart des maires de Paris, ils ont tous un point commun, c'est qu'au départ, ils voulaient pas devenir maire, en fait. Jacques Chirac, en 77, il a dit, je ne veux pas que le poste de maire soit reconduit. Et il a tenu toutes ses promesses de campagne. Il a été élu. Bertrand Delanoë, il était dans l'opposition pendant des années et jusqu'à la dernière minute, il restait dans l'opposition parce qu'il était convaincu qu'il n'avait pas assez de chance à la mairie de Paris et pourtant, il a été élu. Donc c'est peut-être une stratégie finalement de dire non, je suis pas candidat. Mais la stratégie de la dernière minute, Benjamin Griveaux. Oui, c'est ça. Je reviendrai à la dernière minute. Voilà, Benjamin Griveaux, donc le porte-parole du gouvernement, un peu mal à l'aise, gêné par cette question donc de son éventuelle candidature à la mairie de Paris pour les prochaines municipales. Est-ce qu'il ferait un bon maire de Paris, Benjamin Griveaux, Anan? Alors je sais pas s'il ferait un bon maire de Paris, mais toujours est-il qu'ils sont tous sur les starting blocks. Le nier serait d'une hypocrisie totale. Et on a justement, je sais pas si tu as vu ça, Copé, notre cher monsieur pain au chocolat, oui. Donc il plaide pour une alliance entre les Républicains et En Marche pour sortir justement Hidalgo et le Parti socialiste, voilà. Bon, très bien. Malik, est-ce que Benjamin Griveaux, que tu connais très certainement, le porte-parole du gouvernement quand même, ferait-il un bon maire de Paris? C'est bien difficile comment dirais-je, à pronostiquer s'il ferait un bon maire de Paris. C'est la démocratie, il a le droit effectivement de se présenter à cette comment dirais-je, de postuler pour ce. On a l'impression que toute personne qui va se présenter face à Anne Hidalgo en 2020
elle aura toutes ses chances parce que Anne Hidalgo quand même. Ah bah c'est pas ce qui se dit sur Twitter. Ah bon justement, c'est pour ça que François Copé parle d'une alliance avec La République En Marche parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à la sortir. Ah bon, bah écoutez, Voilà. on verra en tout cas. Après, oui, c'est vrai que Anne Hidalgo, en tout cas sur les réseaux sociaux, elle est très très décriée. Je crois qu'elle a même lancé un petit appel comme ça entre parenthèses à La République En Marche. Bon. Ah, elle les appelle aussi. Oui, hein. elle les appelle, un petit appel du pied, tu vois, Bon. gentiment. On va voir qui c'est ça. Et à Affaire mon à avis, suivre. peut-être que La République En Marche va se joindre ni aux Républicains, ni à personne, en fait. ni aux socialistes. Hein. Peut-être. Suite de ce zapping avec invité de Thierry Ardisson. Cette fois-ci, c'était samedi soir sur C8 dans Salut les Terriens. Yann Moix, le chroniqueur, annonce vouloir porter plainte contre Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Tout le monde vous est tombé dessus, évidemment. Ça va du préfet au ministre de l'Intérieur, monsieur Collomb, et vous persistez. Thierry, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que ça leur aurait pris 15 minutes pour me recevoir, tranquillement et gentiment, et dire voilà, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire. Ils ont peut-être peur que tu viennes avec la folle. Hein. Plutôt que cela, ils décident de s'attaquer à mes propos, en me traitant de mythomane, d'affabulateur, alors que des centaines et des centaines d'associations de bénévoles disent exactement à la virgule près la même chose que moi. Le défenseur des droits, qui fait partie de l'État, dit la même chose que moi. Et manifestement, il préfère faire de la sourde oreille. Et j'annonce ici aujourd'hui que parce que M. Collomb m'a mis en cause... Oui, Collomb, pardon, faut dire à nos amis téléspectateurs, Collomb dit que les images que vous montrez n'ont pas été tournées... Alors, il m'accuse d'avoir bidouillé des images, d'avoir antidaté des passages de mon film et d'avoir filmé des choses en 2015 ou 2016, notamment du démantèlement de la jungle de Calais, en les appliquant à aujourd'hui. Alors, d'abord, je rétorquerai à M. Collomb que aujourd'hui, tous ceux qui ont une petite caméra amateur le savent, toutes les cartes mémoire sont datées, on a tout à la minute, à la seconde précise, et donc le jour est inscrit, tout est inscrit, et donc j'annonce ici ce soir que je vais attaquer le ministre de l'Intérieur pour diffamation. Attendez. En propos, comme je ne suis pas avocat, je ne peux pas vous dire s'il y a diffamation, mais pour des propos qui me semblent diffamatoires, car lorsqu'on est un responsable politique de haut rang, et quand on est à son poste, on ne peut pas, si vous voulez, faire passer pour de la mythomanie ce qui n'est que du témoignage. Et plus on lui apporte d'images, moins il se rend compte de la gravité de la situation, moins il nous fait croire qu'il n'y est pour rien, et plus il nous accuse de mentir. Je ne comprends pas pourquoi mon témoignage est à ce point humilié et à ce point passé sous silence et ridiculisé. J'ai donc décidé, puisque maintenant ça suffit, d'attaquer le ministre de l'Intérieur français pour propos diffamatoires à mon égard. D'accord. Dans mon film, je voulais pas le dire, mais je vais le dire en avance, je crois qu'il m'y autorisera, je filme monsieur Jacques Attali, qui vient de voir une brigade asperger des jeunes. Et face caméra, monsieur Attali me dit, je compare ça au sort des Juifs des années 40 en France. Je dis, vous ne pouvez pas dire ça, Jacques, ça va loin. Il dit, je l'assume et vous pouvez le filmer. Ben voilà. Et je rajouterai que je sais qu'un jour la France aura honte de ce qu'elle a laissé faire au moment où je vous parle, et mon indignation est au prorata de leur aveuglement, et puisque la vérité n'existe pas pour eux dans la presse, ni dans les journaux, ni à la télévision, on verra si elle existe dans l'enceinte des tribunaux, et j'y vais, je fonce, et je me fiche absolument des conséquences, Thierry. Voilà, Yann Moix qui fait beaucoup de bruit avec son film évidemment à Calais et annonce vouloir porter plainte contre Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Anan, tu as suivi cette affaire de Yann Moix ? Bien sûr. Bah écoutez, là on peut que dire bravo. Oui, il a tout à fait raison de porter plainte parce qu'on n'en est pas au premier coup d'essai de ce gouvernement qui met en doute les témoignages des militants sur place. Donc Yann Moix en est un. L'auberge des migrants a été mis en cause à plusieurs reprises. Donc oui, qui porte plainte effectivement et il a raison, un haut fonctionnaire de l'État. Quand on lui apporte des témoignages qui sont véridiques, il a à les prendre en cause et pas à nier l'évidence. Sinon, c'est que il est pas honnête tout simplement. Mais ce gouvernement à plusieurs reprises a tendance à nier l'évidence. Ils en sont pas à leur première sortie dans ce. Très bien, bravo. Malik Bezou, est-ce que tu as suivi aussi cette affaire de Yann Moix qui a filmé, recueilli des images à Calais
qui n'ont pas l'air d'être assumés par le gouvernement. Ben, pour le coup. De loin, à vrai dire. Ouais. J'en ai entendu parler puisque je vois ça dans les réseaux sociaux, mais j'ai pas lu l'article. Je me suis pas penché particulièrement sur la question, donc j'aurais un peu de mal à répondre à la question. Mais c'est vrai que globalement, on assiste comment dirais-je, à une droitisation, un durcissement en Europe. Il y a une montée des populismes. On le voit là avec comment dirais-je, ce qui se passe en Italie, mais un peu partout. Donc c'est des questions qui ne sont pas simples à traiter. J'ai pas de réponse toute faite. Il est évident que tout traitement dégradant, inhumain est clairement à blâmer. Maintenant, effectivement, j'ai pas étudié le dossier, mais j'ai vu qu'il y avait des échanges houleux entre Yann Moix et le ministère, enfin le ministre Collomb. Oui, le ministre. Mais au-delà, c'est vrai que on a une vraie problématique avec une montée, un durcissement, une espèce de droitisation dure. Un phénomène qui touche l'ensemble, enfin, des démocraties occidentales, et ça pose problème. Enfin, en tout cas, ça pose question. Alors, pour terminer ce zapping, tiens, on va écouter un extrait un peu plus positif, j'ai envie de dire, de tout ce qu'on vient d'écouter. C'était hier soir sur M6 dans Zone Interdite, que vous avez peut-être regardé d'ailleurs. La présentatrice Ophélie Munier, très belle présentatrice de Zone Interdite d'ailleurs. S'est jetée à l'eau, Aline Maurice, pour nager avec les dauphins. Quelle chance! Avec palme, masque et tuba. C'est parti pour une plongée au beau milieu d'un banc de long bec. Ces dauphins sauvages mesurent plus de 2 mètres et pèsent plus de 70 kilos. Le matin, ils viennent se reposer et jouer le long des côtes avant de s'éloigner au large pour chasser. Ils se laissent volontiers approcher, mais il est interdit de les toucher. Il faut palmer sec pour les suivre. Plusieurs fois par minute, ces mammifères marins, particulièrement sociables et intelligents, viennent reprendre de l'oxygène à la surface. C'était incroyable. C'était dingue. Incroyable. T'as vu comment ils t'ont frôlé? Alors, je sais pas si l'un de vous deux a eu cette chance d'aller nager à côté des dauphins, peut-être. Non, malheureusement, non. Malik, non? Non. Pas cette chance. Bon, non. En tout cas, là, c'était pour terminer ce zapping avec une note positive et cette plongée avec les requins, avec les dauphins, pardon, parce que c'est pas la même chose, les requins quand même. Donc, d'Ophélie Munier. Alors, la question du jour maintenant. Tiens, on va te la poser directement, Malik, pour voir si t'as une réponse à nous apporter, comme ça, de but en blanc, et nos auditeurs aussi peuvent y répondre d'ores et déjà, que ce soit d'ailleurs sur Facebook, Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel, ou en nous appelant maintenant au 01 40 33 9000. La question du jour est la suivante. Veiller à la déontologie des programmes audiovisuels est une des missions du CSA, je vous apprends rien. Ce concept comporte quand même plusieurs volets, dans le respect de la personne humaine, la lutte contre les discriminations, l'honnêteté, l'indépendance de l'information. Pensez-vous que ces règles déontologiques soient actuellement respectées dans les médias, mon cher Malik? Difficile de répondre. Alors, vous allez me trouver, comment dirais-je, on se tutoie, hein? Oui, on y va, c'est la famille. Un peu pointilleux, ou c'est vrai que j'ai toujours tendance à répondre à des questions quand j'ai un minimum de maîtrise concernant un dossier. Là, c'est vrai que j'aurais du mal à répondre. Est-ce que le CSA, effectivement, est-ce que toutes ces clauses sont respectées comme ça spontanément, sans avoir étudié le dossier? J'aurais tendance à dire plutôt non, s'il fallait voter comme ça spontanément. Bon, ça tombe bien parce que a priori nos auditeurs ont voté non, ma chère Anan, hein, c'est ça? Exactement. Que ce soit sur Facebook, France Maghreb 2, ou sur Twitter, LGF officiel. Donc sur Facebook, 97% de non. De personnes qui pensent que les règles déontologiques ne sont pas respectées dans les médias. Et sur Twitter, c'est 100% de oui, carrément. Bon, comme ça, on est d'accord. Et alors justement, pourquoi avoir posé cette question? Parce que on est souvent ici, dans cette émission en particulier, Malik, Anan, en train de dire il n'y a pas grand-chose qui se fait pour que cette communauté, qui quand même représente entre 4 et 5 millions selon les chiffres de musulmans en France,
ne fait rien pour se faire respecter, insulter finalement l'islam, la religion, les musulmans ne comportent aucun risque. Alors que peut-on faire? Eh bien, il y a des citoyens qui se sont mobilisés, des citoyens qui ont décidé de créer. Alors, Anan peut-être nous en dira un petit peu plus, parce que je crois qu'elle a regardé ça de plus près. Oui, tout à fait. Cette initiative que l'on voulait saluer. Donc c'est une initiative en fait qui part de citoyens, comme tu le dis, qui eux ne sont pas essentiellement axés sur la lutte contre l'islamophobie, loin de là. Voilà, donc c'est une initiative collective pour lutter contre les discriminations dans les médias. Donc qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre en place? Donc ils souhaitent tout simplement proposer des solutions concrètes et pratiques en créant en fait une plateforme collective de signalement au CSA. Donc qui leur permettra en fait grâce à un travail de veille à concourir à des signalements collectifs. Donc les objectifs qu'ils visent, ils sont très clairs. Donc ils visent des sanctions et imposer des droits de réponse, faire reculer les expressions de discrimination dans les médias en général, permettre le vivre ensemble et l'égalité de traitement pour tous. Donc voilà une initiative qui est en cours actuellement. Donc une page Facebook a été créée là très récemment. Qui s'appelle ? Alors ce mouvement s'appelle les citoyens contre les discriminations dans les médias, le CDM. Donc citoyens contre les discriminations dans les médias. Sur Facebook. Voilà, sur Facebook. Ils ont lancé là il y a quelques heures justement une enquête en ligne pour recueillir pour recueillir la perception justement de la discrimination dans les médias par tout un panel de personnes. Donc chers auditeurs, on vous mettra le lien sur la page. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est pas que pour les musulmans. Et on partage ça sur Christophe Le Grand Forum. Voilà. Ok. Voilà. Malik, je suis sûr que ça te parle. Ce type d'initiative. Oui, mais alors il y a la liberté d'expression. Il y a aussi des lois. Bien sûr. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui tombe sous le coup de la loi, évidemment, les citoyens, les associations sont tout à fait libres de mener des actions en justice quand des propos effectivement qui sortent du cadre de la loi. Ensuite, effectivement, il y a la liberté d'expression. Alors, c'est toujours compliqué parce que en France, pays de tradition laïque, voire libertaire, même anticlérical, la critique du fait religieux fait aussi partie de la culture française. Mais là, en tout cas, voilà, Malik, juste sur cette action-là, pour être bien précise, c'est pas une discrimination en tant que islamophobie, c'est une discrimination contre qui a lieu contre les minorités ethniques, par rapport à certains propos sur les femmes, les personnes âgées, les handicapés. Voilà, c'est pas, on n'est pas oui, sur, ça englobe pas mal de choses. CCIF, quoi. Oui, voilà, c'est totalement différent. Dans ce cas, oui. Dans ce cas, effectivement, c'est autre chose. Et là, ça paraît tout à fait pertinent. En effet. Oui, enfin, Malik, quand tu dis, effectivement, il y a la loi, on est forcé quand même de constater quand même qu'il y a une liberté d'expression à géométrie variable qui s'opère quand même. Il est plus facile aujourd'hui de critiquer l'islam ou les musulmans ou les femmes voilées que de parler d'autres sujets. Je veux dire, je ne t'apprends rien là pour le coup. Il suffit de regarder statistiquement les unes de certains magazines. Ouais. Clairement, moi je dis toujours que l'islam est devenu un sujet bankable. C'est vraiment, d'ailleurs on en parlait. Oui, tout à fait. Il y a même une véritable économie par rapport aux faits musulmans en France aujourd'hui. Il y a des gens qui font carrière sur le sujet, sur l'islam, l'islamisme, etc. Je pense aux experts autoproclamés, des gens qui très souvent n'ont pas de titre académique, universitaire, n'ont pas de doctorat, mais qui se déclarent comme ça experts. Mais je pense surtout aux médias, aux magazines qui très régulièrement sortent des unes qui entretiennent la peur, et la peur est vendeuse.
causeuse. Mais ce qui est dramatique, c'est que derrière, effectivement, on alimente au sein de la population française des inquiétudes qui peuvent se transformer en pulsions populistes. Et donc, tout ça est inquiétant. Mais effectivement, l'islam est un sujet sur lesquels les gens s'épanchent sans aucune difficulté. On peut dire. Ça comporte aucun risque finalement aujourd'hui. Non, ça comporte aucun risque. Alors maintenant, il faut prendre aussi un peu de recul et constater que l'Église catholique, à la fin du 19e, avec le triomphe des Lumières, etc. Enfin, au début du 20e, elle a été quand même elle-même mise en grande difficulté. Et les anticléricaux n'ont pas, hésité à la caricaturer, à se moquer, etc. Et aujourd'hui, on a aussi ce phénomène qui touche l'islam, mais c'est plus compliqué. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Absolument, parce qu'on va parler de ton livre que tu es venu nous présenter auprès des auditrices et auditeurs aujourd'hui. Je vous rappelle quand même la question. Pensez-vous que les règles déontologiques soient actuellement respectées dans les médias? Eh bien, vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2, Twitter @GF officiel. Dans un instant, la vie tranchée de Hanan Zamani. On va parler de quoi, Hanan? Alors, on va parler justement de la discrimination dans les médias et du CSA. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en ce lundi 5 mars. Soyez les bienvenus mesdames, messieurs, avec Malik Bezou qui est notre invité aujourd'hui. Il va venir nous présenter son livre dans un instant. Mais Malik, je vais te demander d'être attentif puisque voici un des moments forts de cette émission, mon cher Malik. C'est la vie tranchée qui va nous être proposée par Hanan Zamani. Alors piétinez-moi, allez-y! Avis tranché, rapport d'ailleurs avec la question du jour aujourd'hui, on va parler de discrimination, ma chère Hanan. Tout à fait. Donc les médias participent-ils à la discrimination et que fait le CSA pour lutter contre cet état de fait? Nous nous accorderons tous à dire que les médias contribuent à former des images discriminantes. La loi de 1986 interdit plus précisément l'incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est intervenu à plusieurs reprises auprès des services de radio et de télévision pour sanctionner de tels propos, soit parce qu'ils étaient tenus par les animateurs eux-mêmes, soit parce qu'ils émanaient des auditeurs ou des téléspectateurs et que les animateurs de l'émission n'étaient pas intervenus pour interrompre ou modifier ces propos. Alors il est toujours difficile d'évaluer la responsabilité collective des médias, mais nous noterons que les plaintes des téléspectateurs au CSA ont explosé en 2017. Le gendarme de l'audiovisuel a reçu presque 90 000 saisines en 2017. Elles n'étaient que 9 000 en 2015 et environ 38 000 en 2016. Donc une forte croissance qui est due à la fois à une plus grande sensibilité des téléspectateurs et à une volonté plus importante d'ouverture du CSA, comme le souligne Guillaume Blanchot, directeur général du CSA. Alors pour autant, est-ce suffisant pour faire reculer les expressions de discrimination dans les médias? Environ 1000 dossiers sont transmis chaque année au collège du CSA. En 2017, le CSA a prononcé 35 mises en demeure et 7 sanctions, dont 6 concernant la déontologie. 3 concernent C8, une France 2, une Énergie et une Radio Courtoisie qu'on connaît tous. Alors les 3 millions d'euros infligés à C8 sont la plus lourde sanction financière de ces dernières années, concernant notamment l'émission Touche pas à mon poste. Il est donc à noter qu'une forte mobilisation des citoyens peut sans aucun doute contribuer à faire reculer les discriminations. Aucun doute aussi que Cyril Hanouna y réfléchira à 2 fois avant de distiller de nombreux clichés et attitudes stéréotypées sur les personnes homosexuelles. Alors concernant les discriminations réelles ou ressenties dans les médias par les femmes, les minorités, notamment les Noirs, les Arabes, les musulmans également, sont exacerbées par le biais de sorties de plus en plus nombreuses et banalisées de la part des animateurs, des invités et même des personnalités politiques qui contribuent à créer un climat de défiance vis-à-vis de ces populations. Alors la question que je pose, est-ce que les citoyens doivent se contenter d'actions individuelles et attendre que les discriminations dans les médias cessent par la seule volonté du CSA? Question posée par Hanan Zamani. Voilà. Peut-être que Malik Bezou, notre invité, a la réponse.
La réponse, je ne sais pas, mais il est évident que nous sommes dans une époque de forte sensibilité. Il y a des dérapages dans les médias. Est-ce qu'ils sont plus nombreux? J'aurais tendance à dire oui, surtout parce que le contexte s'y prête, que cela vienne d'élus, de responsables politiques, d'intellectuels, même de journalistes. On a effectivement des dérapages qui doivent nous interpeller, parce que tous ces dérapages sont des atteintes alors bien évidemment au vivre ensemble, mais au-delà à la cohésion, à l'unité de la nation, et on peut pas laisser comme ça des poches de ressentiment gonflées. Donc il est important aussi effectivement que des gens se mobilisent pour non pas censurer la parole publique, mais empêcher effectivement que les discriminations, en tout cas les propos à caractère discriminant, stigmatisant, est comme ça libre cours. Exactement. Donc on rappelle juste, Christophe, donc cette initiative de citoyens, donc le CDM, Citoyens contre les discriminations dans les médias, qui travaille actuellement à créer justement une plateforme de signalement au CSA qui leur permettra, grâce à un travail de veille, de concourir justement à des signalements collectifs. Ouais. Donc les objectifs, je les rappelle, ils visent des sanctions ils souhaitent imposer également des droits de réponse. Les objectifs sont de faire reculer également les expressions de discrimination dans les médias en général, permettre le vivre ensemble et l'égalité de traitement pour tous. Juste voilà un exemple très concret, il y a à peine quelques jours, où sur C8 on a un invité, Dominique, je me souviens plus de son nom, qui en parlant de Caroline de Haas, donc là c'était féministe, sur CNews, oui, avec Anne Kabache, sur CNews, qui dit qu'elle mériterait bien une gifle, ouais. Et l'animateur qui répond, qui va totalement dans son sens. Donc des propos discriminants comme ça, on en a quasiment toutes les semaines. Donc voilà. Donc moi je trouve cette initiative très bien. Très bien. Et en tout cas, on rappelle donc la page Facebook qu'on vous mettra d'ailleurs sur Christophe Le Grand Forum pour ceux qui veulent évidemment aller partager. Ça s'appelle Citoyens contre les discriminations dans les médias, le CDM. Donc voilà. Malik Bezo, on va parler de ton livre dans un instant, mais juste auparavant, je vous propose d'aller faire un petit tour à New York. Belle ville d'ailleurs, hein. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à New York tous les deux. Alors on a vu des photos, mon fils est parti, puis tu as été l'année dernière je crois, Christophe. Il y a 2 ans, ouais, absolument. Oui. Ouais, ou l'année dernière, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est extrêmement marquant. Moi, c'est une ville qui m'a marqué en tout cas. Pour parler de ces 3 musulmanes qui avaient été contraintes de retirer leur foulard par des policiers au moment de prendre une photo d'identité judiciaire lors de leurs arrestations. Ça s'est passé en 2012 en l'une et en 2015 pour les 2 autres. Suite à cette exigence, elles avaient porté plainte contre la municipalité et la police de New York. La ville a décidé de les indemniser et versera, écoutez bien, au total $180 000, 147 000 euros environ pour les 3 plaignantes. L'accord a été passé en début de semaine devant un tribunal fédéral de Brooklyn, où ont eu lieu d'ailleurs les arrestations, donc selon l'avocate des femmes. C'est un pas dans la bonne direction, a déclaré cette dernière. L'avocate souligne aussi l'effort commun qui a été fait pour améliorer le manuel des policiers. En effet, les policiers de New York ont désormais de nouvelles directives pour les détenus portant un vêtement religieux sur la tête au moment donc de leur arrestation, donc ont la possibilité maintenant de se rendre dans une pièce à part pour que la photographie soit prise en toute discrétion par un policier du même sexe, précise-t-elle. Du côté du porte-parole du service judiciaire de New York, eh bien la résolution de ces affaires était dans le meilleur intérêt de tous les parties concernées, a indiqué le responsable. Est-ce que c'est une bonne chose que cette décision, Malik, à New York, 3 femmes donc qui ont décidé de porter cette affaire en justice et qui finalement ont obtenu gain de cause? Bon, en tout cas pour les plaignantes, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, elles ont été au bout d'une démarche de justice. La justice américaine n'est pas la même que la justice française, bien évidemment, mais en tout cas, celle-ci a décidé que elles ont subi un dommage et qu'elles devaient qu'ils devaient avoir compensation et que cette compensation avait le montant que tu viens de préciser. Oui, Alan, c'est une bonne chose? Très bonne chose, ça donne un vrai c'est une cette condamnation elle est très symbolique
que ce soit au niveau des États-Unis, mais même ici en France, parce qu'elle a été relayée ici en France. Donc elle permet de dire que bah oui, effectivement, pour certaines pièces photos d'identité, on ne permet pas le voile, mais ce qui empêche pas le respect de la personne qui porte ce foulard-là. Donc ça déjà c'est un grand pas en termes de symbolique. C'est une action, c'est cette discrimination, en tout cas c'est cette attaque, cette violence qu'elles ont subi ces femmes-là. On leur a demandé de retirer leur voile alors que c'était des hommes. Ça date quand même de 2012 et même 2015. Ça a mis un certain nombre d'années à ce qu'il y ait une condamnation. Moi je trouve ça très bien. Est-ce qu'on peut imaginer ça en France? Il faudrait. Il faudrait, effectivement. Ce qui se passe, c'est que au niveau des États-Unis, peut-être qu'il y a une meilleure organisation justement de la communauté musulmane qui a permis justement à ce que cette condamnation ait lieu. Ouais. Après, c'est aussi par la force collective en réalité qu'on peut avoir ce type de condamnation. Si effectivement on a des femmes qui ont subi ce type de violence, parce que pour nous effectivement c'est une violence de retirer son foulard devant un homme, à elle aussi d'en référer soit à des avocats, soit à des institutions qui peuvent défendre leurs droits, et puis qu'on ait ce type de condamnation qui envoie en fait un signal fort aux différentes administrations, puis notamment à la police. Malik Bezou est notre invité. Malik Bezou sur France Maghreb 2 aujourd'hui pour nous parler de ce livre sorti en 2015. C'est ça, 2015. S'appelle France Islam, choc des préjugés. Un livre qui n'est pas un roman. C'est tout le contraire même. C'est un livre qui est parti finalement de l'histoire de ton frère Malik. Oui, c'est ça, une anecdote. Une anecdote, oui, qui est racontée d'ailleurs au début du livre. Je la résume très rapidement. Oui, voilà. Oui, c'est une anecdote. Alors, mon frère était surveillant dans un collège. Un enfant était quelque peu agité. Il refusait de rentrer dans le rang. Et puis, donc mon frère intervient, le sermonne. L'enfant ne veut rien entendre. Alors, mon frère le menace en lui disant si tu continues à avoir ce comportement, je vais te convoquer. Enfin, je vais convoquer tes parents. Et l'enfant, tout d'un coup, lui sort les mots suivants. Si tu fais ça, donc il s'adresse à mon frère qui est surveillant et il lui dit si tu fais ça, je vais dire à tout le monde que t'es un arabe. Et donc mon frère le soir me raconte cette histoire. Alors elle était drôle et en même temps inquiétante parce que l'enfant est un collégien et puis cet enfant a considéré que l'arabité de mon frère, qui est français d'origine algérienne comme moi, était une tare. Et on a l'impression d'ailleurs, Malik, que cette phrase prononcée et rapportée par votre frère est un petit peu la ligne directrice de votre livre. Oui, l'idée c'est que moi la question que je me suis posée, je me pose beaucoup de questions parce que je suis scientifique de formation, je suis physicien et donc je cherche toujours à comprendre les choses, les événements au-delà des apparences, en tout cas du côté superficiel des choses. J'essaie de rentrer dans la profondeur pour comprendre les dynamiques, les choses qui expliquent ce qu'on observe. Et effectivement, je me suis posé cette question pourquoi ce garçon a considéré l'arabité comme une maladie honteuse, si honteuse qu'il menaçait de la dévoiler au grand jour. Et donc c'est quand même pas rien, c'est pas anodin. Et donc cela m'a poussé à me pencher, à étudier l'histoire de France dans les détails. Oui, ça remonte loin d'ailleurs. Hein. Oui, ça remonte loin, mais c'est vrai que ça m'a pris 10 ans pour appréhender, comprendre l'histoire de France qui est complexe. Voilà. Est-ce que finalement tu as trouvé réponse à cette réflexion portée par ce gamin? Ah oui, complètement, parce que là, je me suis rendu compte que ce que j'appelle l'arabophobie, au sens, en tout cas l'islamophobie au sens littéral du terme, la peur de l'islam, l'arabophobie, le dégoût, le rejet des Arabes ou le racisme anti-arabe, plongeait ses racines au Moyen-Âge. Donc il a fallu plonger à cette époque reculée pour comprendre qu'en fait les préjugés vis-à-vis des Arabes, j'en prends un. Je prends le Larousse de 1948, qui est pas si vieux que ça. 1948, c'était hier. Définition du mot arabe dans le Larousse: arabe, race belliqueuse,
pillarde et superstitieuse. On est en 1948, donc c'est pas si vieux que ça, et on a quand même une définition de l'arabité qui est catastrophique. Donc c'est des générations entières qui vont ingurgiter ça et considérer l'altérité arabe comme pillarde, donc voleuse, superstitieuse, c'est en référence à l'islam, et violente. C'est pas rien, mais ce Larousse-là n'est que le et la suite, en tout cas le prolongement des dictionnaires du 19e siècle, du 18e siècle, et puis il faut remonter au premier dictionnaire, ceux de la Renaissance, où on trouvera des choses de cet ordre-là, encore plus violents. Mais c'est le contexte de la Renaissance, et c'est à partir de là, effectivement, il faut remonter encore un peu plus loin, et notamment au Moyen-Âge, pour voir qu'effectivement les premiers préjugés vont se cristalliser à cette époque-là et puis vont évoluer au cours du temps pour aboutir jusqu'à cette perception de l'arabité dans les années 40-50. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un socle de préjugés, des stéréotypes qui vont effectivement émerger et puis ensuite évoluer, mais sans perdre de leur superbe. C'est-à-dire qu'ils vont rester comme tels et s'adapter, au gré du vent, parce que la France va changer. La France du Moyen-Âge n'est pas la même que celle sous la Renaissance ou celle sous le siècle des Lumières. Alors Malik, juste parce que j'ai pris le temps de lire ton livre. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie chronologie, et en fait on voit qu'il y a 3 phases que tu nous décris. Donc peut-être nous rappeler ces phases-là. Tout à fait. Donc il y a 3 grandes phases effectivement dans la construction de l'image stéréotypée de l'arabo-musulman. Il y a la première phase qui est celle du Moyen-Âge, où l'arabe, en tout cas le sarrasin, parce qu'on l'appelait pas l'arabe, mais le sarrasin et Mahomet, son maître, est considéré. Donc sarrasin et Mahomet sont considérés comme grosso modo des serviteurs du diable. Mahomet, c'est d'ailleurs on disait au 10e, 11e siècle qu'il était le signe annonciateur de l'antéchrist. C'était violent. Et concernant les Sarrasins, on disait que ils étaient les fils du démon. Bon, là on est en période de croisade. Donc ça c'est la première phase, c'est une phase de diabolisation. Mais du coup, la diabolisation, elle est faite par qui? Elle est faite par l'Église? Elle est faite par les souverains? Elle est faite par qui? Elle est pas faite. Et comment est-ce qu'elle est faite surtout? Elle est faite essentiellement par les dévots, par les moines, par les théologiens de la France capétienne, de la France féodale. C'est eux qui vont écrire ce qu'on appelle des œuvres apologétiques, c'est-à-dire de défense du christianisme, mais surtout dédiées à la critique très virulente de l'islam, qu'on n'appelle pas encore islam. Le terme islam apparaîtra au XVIIe siècle, mais c'est des critiques qui sont extrêmement dures, et lorsqu'on les lit, on rit, parce qu'on voit que Mahomet est présenté comme une espèce de démon sanguinaire, assoiffé de sang, se vautrant dans la débauche. Quant aux Sarrasins, effectivement, ils sont perçus comme les fils du démon. Et donc, d'ailleurs, le pape Urbain II en 1095, lorsqu'il appelle à la croisade, on est à Clermont, donc c'est symbolique. Ça se passe en France. Et il est important de dire que la France est la mère des croisades. Il faut bien retenir que sur les 8 croisades qui vont s'échelonner entre le 11e et le 13e siècle, la France va en insuffler 6. Alors il y a des raisons historiques, parce que la France est la première, le premier royaume à se convertir au catholicisme sous l'impulsion de Clovis en 498. Et donc ça va donner à la France des responsabilités, l'une d'elles impérieuse étant la défense du christianisme. On l'appelle la fille aînée de l'Église d'ailleurs. Tout à fait. À l'époque mérovingienne, la France bascule à un statut particulier qui est la fille aînée de l'Église. Et donc cela va conduire la France à effectivement porter le fer en Terre Sainte, à Jérusalem, et combattre les Sarrasins qui sont abominés au Moyen-Âge. Les choses évoluent sous la Renaissance, où effectivement il y a comment dirais-je, l'influence de l'humanisme et du rationalisme qui font que grosso modo on va considérer que les Sarrasins sont des victimes de Mahomet. Avant tout. Alors Mahomet, on va dire des choses terribles sur lui, c'est un débauché, c'est un homme sanguinaire, etc., c'est un loup, mais il y a une chose qui disparaît, c'est l'aspect diabolique. On considère à la Renaissance que, et c'est l'Église qui le dit, Mahomet n'est pas le signe annonciateur de l'Antéchrist,
c'est un hérétique, c'est un comment dirais-je, un manipulateur, un menteur, et qui induit en erreur les Arabes, les Mahométans, les mahométistes, qu'ils soient turcs, barbaresques, morts, etc. Morts, M-A-U-R-E-S, les morts, les mauresques. Et donc voilà, on va surtout se focaliser sur la personne de Mahomet. Quant aux Mahométans ou mahométistes, on va les plaindre. Et c'est aussi la naissance des missions. On va essayer de les sauver du mahométisme. Donc ça, c'est la Renaissance. Et puis, il y a un élément qui est important, c'est aussi une période du pragmatisme, ce qu'on appelle aussi la réelle politique. La France va s'allier avec les Ottomans. Donc ça, c'est un fait important pour contrer l'ennemi de toujours, qui est le Saint-Empire romain germanique. La France, à l'époque, est isolée à l'échelle européenne. Elle est en guerre contre Charles Quint, l'Espagne, une partie d'Autriche, un bout d'Italie. Enfin, tout ça constitue le Saint-Empire romain germanique. Et la France n'a pas d'autre alternative que de s'allier avec le pire ennemi de l'Église, qui est la puissance ottomane. Bon. C'est l'époque. Est-ce que le fait de dénigrer à ce point l'islam et en tout cas ces nouveaux convertis à cette religion, ça venait pas du fait aussi qu'il y avait un essor scientifique très important au sein de la communauté? C'est une communauté qui justement commence à rayonner culturellement, intellectuellement, donc il faut la casser tout de suite. Je me suis posé la question. Non, il y a pas cette dimension-là. Il y a surtout, comment dirais-je, le bagage de préjugés hérités du Moyen Âge, mais qui vont simplement s'adapter. On va avoir une perception qui n'est plus diabolique du Sarrazin et de Mahomet, mais plutôt une vision je dirais presque condescendante. On va plaindre ces gens-là, mais on va. Les textes de cette époque de la Renaissance sont quand même très durs, vis-à-vis. Il faut balayer les dictionnaires, les premières encyclopédies sous la Renaissance, et c'est quand même assez dur. Et par contre, les choses vont clairement changer à partir du siècle des Lumières. Ouais. Là, effectivement, on a une rupture dans le sens où là, on a ce qu'on appelle les philosophes des Lumières, qui eux vont aller au bout de de cet esprit condescendant. L'idée de sauver les Mahométans, enfin les musulmans, de les sortir de l'islam, considéré comme un frein au progrès. Mais il faut bien comprendre que les philosophes des Lumières s'en prennent à toutes les religions. Ils attaquent aussi bien le christianisme que l'islam. Là, on rentre dans la période du laïcisme. On rentre dans je dirais proto-laïcisme, dans le sens où c'est le début, c'est le siècle des Lumières, il y a encore une prégnance du religieux. C'est cette époque-là où naissent les deux grands courants qui vont marquer la France moderne. Le courant conservateur, je dirais qu'aujourd'hui on appellerait identitariste, qui a une espèce de peur, de phobie du Sarrazin, qui a peur de l'invasion arabo-musulmane et qui est dans un rapport de peur par rapport à l'altérité musulmane. Et puis il y a l'autre courant progressiste, voltairien, porté par les philosophes, qui eux considèrent la religion comme un attentat une atteinte à la civilisation, un frein au progrès, et eux ils vont faire le maximum pour sauver, pour régénérer les individus en les extirpant de la croyance religieuse. Et ces deux courants-là vont aller comme ça, bon an mal an, jusqu'à l'époque coloniale, et puis en définitive c'est le courant progressiste, anticlérical, qui va l'emporter, puisque en 1905 l'Église est battue, il y a la loi de séparation, et on peut dire que c'est l'époque moderne. Alors Malik Bezou, ce livre, donc France Islam, choc des préjugés, est-ce que vous avez imaginé retrouver ce gamin qui avait fait cette réflexion à votre frère et lui envoyer le livre? Non, ça aurait été amusant. Ça aurait été très amusant, non? Ça aurait été amusant, mais effectivement, on arrive donc effectivement là à l'époque moderne, et cette époque moderne, elle est caractérisée par ces deux courants qui sont importants, qui est le courant que j'appelle identitariste, qui typiquement a peur de l'altérité arabo-musulmane, le Sarrazin, qui va, comment dirais-je, empiéter, détruire, porter atteinte à l'identité, à la culture française. Et puis il y a l'autre courant, le courant régénériste, donc plutôt à gauche, qui veut civiliser les musulmans malgré eux. C'est ce courant-là qui dit que le porter le foulard, c'est comment dirais-je, c'est de l'intégrisme, Ils sont là, on est en plein dedans, là, c'est ça ? On est en plein dedans, on est en plein dedans. Mais ces courants-là remontent au fond au siècle des Lumières.
Ouais. Malik Bezou, est-ce que finalement c'est un livre qui pourrait s'étudier, je pense, je sais pas, en classe de seconde, première par exemple? Moi j'ai appris de la part d'une historienne que mon livre était éligible à une thèse doctorale. Donc je pense que oui, j'étais bien en dessous alors finalement. Du niveau. Sans prétention aucune, voilà, je me contente de vous dire ce que m'a dit une historienne. Donc oui, il est quand même, j'allais dire, comme tu disais, Hanan, il y a une certaine densité, mais il explique clairement, lorsqu'on arrive au bout du livre, il explique comment se sont structurés, comment sont nés les préjugés anti-arabes, arabophobes, islamophobes, et comment ils ont évolué au cours du temps pour arriver aujourd'hui à notre société qui est toujours en crispation par rapport à cette altérité musulmane. Très intéressant en tout cas. Rien n'a changé en fait. On est passé du concept du rejet de l'arabe. On est passé de la diabolisation à la condescendance. Par contre, là, on va passer au rejet, si on continue à parler, à la pub qui arrive maintenant. Malik Bezou, qui est notre invité aujourd'hui sur France Maghreb 2, dans votre émission le LGF. On continue d'en parler un petit peu, mais surtout, il faut aller l'acheter. Parce que ça permet de comprendre, évidemment, un petit peu tout ce que certains considèrent subir avec injustice aujourd'hui, de replonger un petit peu dans l'histoire, et finalement, ça date tout cela, évidemment, ça a un départ. Et tout est parti d'une réflexion donc rapportée par ton frère Malik, et finalement ça en a fait un beau livre d'histoire que vous pouvez évidemment vous procurer. Ça s'appelle France Islam Choc des préjugés, c'est aux éditions Plomb. Je crois qu'il y a d'autres ouvrages en préparation. Malik, tu nous en reparleras dans un instant. À tout de suite sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum avec Hanan Zamani évidemment. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Hanan Zamani qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2, et notre invité s'appelle Malik Bezou. D'ailleurs ça se prononce comment en arabe, Malik? Bezou? Bezou? Bezou. Voilà, Malik Bezou qui est avec nous sur France Maghreb 2. Bezou est un mot berbère qui veut dire petit oiseau. Encore un berbère. Ah bah oui, forcément. Malik, moi j'avais une petite question très rapide qui me. Mais je t'en prie. Voilà, sur ta formation justement, et puis sur ton livre, on lit effectivement que tu es physicien de formation. Et une autre question, j'espère qu'elle te mettra pas du tout mal à l'aise, où tu expliques en fait que dans les années 90, tu t'étais rapproché de la confrérie des frères musulmans pour t'en éloigner peu après. Juste peut-être quelques minutes là-dessus. Oui. Pour qu'on apprenne à te connaître aussi. Oui, alors je suis physicien des particules. Voilà, ça c'est pour préciser le type de physique que j'ai étudié. Et puis effectivement, dans les années 90, j'étais en quête. Alors à cette époque-là, on parlait pas d'identité, de quête identitaire, mais j'étais clairement dans un questionnement. Je me demandais qui j'étais, et j'ai rencontré effectivement des gens proches de cette mouvance-là, celle des frères musulmans, et donc j'ai intégré ce mouvement-là, et ça a duré quelques années, mais je m'en suis éloigné parce que parce que je me suis rendu compte que le fait d'embrasser cette mouvance-là répondait plus à un trouble profond, des questions identitaires, et finalement l'islamisme légaliste, celui des frères musulmans, a été un pansement à un mal identitaire. Et puis donc ça c'est un premier élément fondamental. Et puis il y a un deuxième élément, j'ai un esprit trop libre qui fait que c'était pas compatible avec cette confrérie qui est quand même très c'est quoi, c'est sectaire, rigoriste, qui est rigoriste sur le plan théologique, pas forcément, mais il y a une organisation, il y a des règles, et j'y ai tout fait. Donc je suis parti. C'était pas du tout mon créneau finalement. De quel œil regardes-tu cette affaire qui fait beaucoup de bruit, qui fait couler beaucoup d'encre, l'affaire Tariq Ramadan? Alors j'ai été interrogé par la télévision suisse normande sur ce dossier-là. Moi ma position c'est que j'essaye d'être juste. Il y a Tariq Ramadan qui jouit de la présomption d'innocence, c'est fondamental. Oui.
mais il y a aussi les plaignantes et leurs cris, et il faut mettre ces deux éléments-là dans la balance. Et la balance de la justice nous dit que ces deux éléments-là doivent être traités de la même façon. Donc l'affaire doit suivre son cours et on verra bien. Mais moi, ce que je note quand même dans ce dossier, c'est aussi une espèce de, comment dirais-je, il y a un désarroi. Moi, je fais partie de la génération Tariq Ramadan. J'ai lu tous ses livres, etc. J'ai assisté à ses conférences. Donc je fais partie clairement de cette génération-là. Donc c'est une nouvelle qui effectivement a ébranlé les Français de culture ou de confession musulmane. Mais il faut aussi savoir raison garder. La justice suit son cours. On verra bien ce que ça va donner. Au-delà de la justice, est-ce qu'il faut d'ores et déjà réfléchir peut-être à l'après Tariq Ramadan? Parce que Tariq Ramadan, effectivement, comme tu le disais Malik, a bercé aussi toute une génération qui se sont référés à ses avis, à ses conférences auxquelles beaucoup de monde ont participé, et on a l'impression que beaucoup se retrouvent orphelins aujourd'hui. Oui, alors c'est là où ça pose question, c'est que il y a une espèce de je dirais pas une idolâtrie. Chez certains peut-être. Hein. Oui, mais j'essaye d'être prudent. Je sais que j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement passionnés, exaltés vis-à-vis de Tariq Ramadan, mais en même temps il faut voir, c'est vrai qu'on a eu que Tariq Ramadan à cette époque-là. Dans les années 90, il y a eu ce que j'appelle moi ces born again de l'islam, hein, ces nouveaux musulmans, et donc il y avait une demande et puis l'offre, c'était Tariq Ramadan. Il n'y a pas eu d'autres grands penseurs ou intellectuels, encore que certains se posent la question sur le fait que est-ce que Tariq Ramadan est réellement un grand penseur. Bon, moi je veux pas rentrer dans ces considérations-là, mais il est certain qu'il faut aussi faire preuve d'une certaine autonomie intellectuelle. Tariq Ramadan n'est pas l'alpha et l'oméga de la pensée musulmane en Europe. Il y a beaucoup d'autres, comment dirais-je, personnalités musulmanes engagées sur un travail de réforme, de réflexion par rapport à l'islam en France, en Europe, et donc tout ne doit pas être, comment dirais-je, dépendre, l'islam de France ne doit pas dépendre d'un personnage. Mais l'après Tariq Ramadan est à penser maintenant, aujourd'hui, là? Je pense qu'il est déjà, ça paraît, comment dirais-je, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais ça paraît être déjà un peu le cas, parce que Tariq Ramadan est dans une situation extrêmement difficile. On verra bien ce que la justice va décider, mais il y a d'autres penseurs, il y a des personnalités remarquables qui risquent d'émerger. Tout à fait, ouais. Mais c'est évident. Et c'est bien d'ailleurs pour la diversité aussi. Mais c'est fondamental. Oui, absolument. C'est fondamental. Le livre s'appelle, je rappelle, Malik Bezou qui est notre invité aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Le livre s'appelle France Islam, choc des préjugés. C'est un livre de plus de 300 pages. Qui est à la portée de tous ceux en tout cas qui aiment l'histoire et qui veulent un petit peu des réponses à leurs questions de ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Il y a eu ces commentaires assez positifs d'ailleurs d'une personne. Tu me disais tout à l'heure en antenne que une personne t'a dit merci de m'avoir réconcilié avec l'histoire de France. Oui, j'ai reçu beaucoup de messages de cet ordre-là. Beaucoup de gens m'ont félicité pour ce travail accompli. D'autres m'ont dit combien ils ont été heureux de lire ce livre qui aura fait découvrir des pans entiers de l'histoire de France qu'ils méconnaissaient totalement. Moi, je connais des gens qui m'ont dit qu'ils ont redécouvert Bossuet, mais c'est vrai que ce livre traite balaye toute l'histoire de France, hein, depuis Clovis jusqu'aux années François Mitterrand, jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est fondamental, et c'est ce que tu disais, Hanan, c'est que ce livre explique pourquoi aujourd'hui l'islam est un sujet de tension et de crispation. C'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, lié à ce qui se passe au Moyen-Orient, Daesh, etc. Même si ce sont des éléments aggravants et anxiogènes et générateurs de peur, ce qui est tout à fait compréhensible par ailleurs. Mais au-delà de tout ça, l'islam a toujours été en France un sujet compliqué. La France n'a pas eu une relation apaisée avec l'altérité arabo-musulmane. Ça s'explique avec, je dirais, ces deux éléments-là. Au Moyen-Âge, la France a été fille aînée de l'Église. Elle est partie en mission, en croisade. Je l'ai dit tout à l'heure, sur ce 8 croisades, la France en a impulsé 6.
Et puis quelques siècles après, la France est devenue la fille aînée de la raison avec le triomphe des Lumières, etc. Et donc là encore, la France est partie en mission civilisatrice. D'ailleurs, l'épopée coloniale, lorsqu'on lit Victor Hugo, mais pas que Victor Hugo, Condorcet, Volney, etc., on considérait qu'il fallait aider les Mahométans à les sortir de leur gang islamique, de leur gang, enfin de ce fratras de superstition, parce qu'ils ont considéré que l'islam était un frein au progrès. Donc on a ces deux courants-là, conservateurs, catholiques, chrétiens et progressistes, régénéristes, qui expliquent pourquoi aujourd'hui on a cette passion par rapport à l'islam, qui est plus qu'une passion, qui alors, à mon sens, une véritable névrose. Peut-être deux dernières petites questions, Malik, sur le livre en question. Est-ce que, selon toi et d'après ton travail de recherche, d'histoire, est-ce que cette histoire, j'allais dire un petit peu compliquée, entre la France et l'islam, son rapport avec l'islam, est-ce que ça risque de s'atténuer? Est-ce qu'on va assister peut-être à une espèce de réconciliation, de rapprochement dans les années à venir? Est-ce qu'on peut faire un peu de projection dans l'avenir? Alors, très succinctement, donc j'avais parlé du temps de la diabolisation à l'époque au Moyen-Âge, ensuite au siècle des Lumières, le temps de la condescendance avec l'époque coloniale, etc. Et aujourd'hui, je considère qu'on est dans un nouveau temps qui est le temps de la collision. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on a en France la plus forte communauté musulmane d'Europe, oui, ce qui n'est pas rien. Et donc, il est normal, au vu des préjugés accumulés le long tout le long de l'histoire de France, il est normal qu'il y ait toutes ces crispations, ces tensions, et donc c'est un processus naturel en réalité. Lorsqu'on prend un peu de recul, ces réactions, je dirais, sont peut-être presque compréhensible. Il y a une peur profonde et peut-être une erreur souvent que les musulmans, que les citoyens français de culture de confession musulmane commettent, c'est une méconnaissance en réalité de la culture et de l'histoire de France. Il est important que les Français musulmans maîtrisent un minimum l'histoire de France, parce que ça va leur permettre de comprendre que ces tensions par rapport aux phénomènes religieux n'est pas quelque chose de nouveau. L'Église, la France catholique a beaucoup souffert de l'anticléricalisme virulent, la fameuse phrase le cléricalisme voilà l'ennemi au début fin 19e siècle, début 20e. Le fait religieux en France aujourd'hui est compliqué. Ça a toujours été compliqué depuis le triomphe des philosophes des Lumières, et avec en plus la dimension identitaire plutôt à droite, on a ces deux courants, donc de droite identitaire, de gauche régénériste, qui sont là et qui génèrent toutes ces névroses, toutes ces passions autour de l'islam. Mais je suis convaincu que c'est qu'une question de temps. Il faudra du temps. Donc c'est un message positif finalement. Oui, oui, le processus est irréversible. Il n'y a pas d'autre échappatoire on va aller vers l'apaisement, mais il faudra encore un peu de temps. Un autre ouvrage qui est en préparation, Malik? Oui, alors aux éditions Plan, toujours, c'est cette fois l'antijudaïsme et l'antisémitisme dans le monde arabe du Moyen-Âge à nos jours. Oula, et là aussi on a fait de l'histoire. Oui, tout à fait. Oui, très bien. Eh bien, affaire à suivre. C'est prévu quand la sortie? Ça sera en octobre prochain. Eh ben, ça te fera l'occasion de revenir, hein? Tout à fait. Malik. Donc ça s'appelle France Islam choc des préjugés. C'est signé Malik Bezou. C'est sorti en 2015. C'est chez Plomb. Vraiment à lire pour réconcilier finalement cette réflexion de cette lectrice ou ce lecteur, réconcilier avec l'histoire de France. C'est plutôt bien résumé, j'ai envie de dire, avec ce livre après l'avoir parcouru, lu. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Il est évidemment chez tous les distributeurs de livres évidemment habituels. Alors mon cher Malik, tu restes avec nous, hein, oui, pour continuer à, j'allais dire, participer, alimenter notre sujet que l'on va ouvrir maintenant, puisqu'on va parler maintenant de Lafarge, que tu connais évidemment, que tout le monde connaît Lafarge, cette cimenterie franco-suisse. Tout ça pour vous dire que l'ex-ambassadeur de France en Syrie, Bernard Chevalier, a reconnu avoir eu un entretien avec des dirigeants du cimentier Lafarge. C'est ce que révèle le quotidien Libération dans un article consacré à cette affaire. Dans un courrier datant du 15 janvier 2018 envoyé au juge en charge sur l'enquête donc sur le financement du terrorisme dont est accusé le groupe français, donc Éric Chevalier a admis pour la première fois avoir eu un entretien à l'été 2012. Pour rappel, le groupe Lafarge est suspecté, mesdames, messieurs, d'avoir versé entre 2011 et 2015 plus de 12 millions d'euros à des groupes armés en Syrie, dont Daesh, afin que ça
cimenterie puisse continuer malgré la guerre. Le 9 janvier dernier, le diplomate a été confronté chez les juges à l'ancien directeur adjoint de Lafarge, Christian Hérault, mis en examen avec 5 autres responsables du groupe. Il avait dit à ce moment-là ne pas avoir souvenir de ces rencontres suite à ces témoignages de Christian Hérault qui avait affirmé que l'ambassadeur était au courant du racket. Selon lui, Éric Chevalier aurait déclaré bien en 2012, vous devriez rester, les troubles ne vont pas durer. Depuis, la version de l'ex-ambassadeur a changé, soutenant qu'une jeune femme du bureau du Moyen-Orient au Quai d'Orsay lui indiquait avoir souvenir de cette réunion. Mais l'ambassadeur conteste toutefois tous les propos qui lui sont attribués. Dans ce courrier, il précise ne pas avoir conseillé le maintien de l'usine Lafarge en Syrie lors de cet entretien dont il ne se souvenait pas jusqu'alors. Joint par l'AFP, le Quai d'Orsay a souligné que ni le ministère de l'Europe, des Affaires étrangères, ni aucun de ses agents n'était mis en cause par la procédure judiciaire en cours. Les juges d'instruction, en tout cas, concentrent leurs investigations sur ce que savait la diplomatie française et cherchent à établir donc si elle a pu pousser le cimentier à se maintenir en Syrie comme l'affirment plusieurs de ses dirigeants à l'époque. Alors justement sur cette affaire qui est gravissime, Hanan Malik Bezou, Lafarge finalement, au vu de ce qui est apparu dans un premier temps, en disant voilà ce sont les responsables qui ont pris finalement eux seuls cette initiative, finalement ça a été, on l'apprend en tout cas dans cet article de Libération, conseillé en sous-marin par la diplomatie française, ce qui est encore plus grave quand même. Là, on est pratiquement à l'aube d'un scandale d'État, donc je sais pas ce que vont révéler finalement les investigations et qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue juridique, mais très étonné encore une fois que un haut responsable ou un politique ou des politiques qui dans un premier temps nient, se retrouvent confrontés à la vérité, et puis du coup reviennent en arrière. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on nous cache et est-ce qu'on est à l'aube d'un scandale d'État, parce que là il s'agit quand même de financement de terrorisme, quoi. Financement de terrorisme dont Daesh notamment, évidemment, avec cette somme quand même qui est colossale, importante pour que Lafarge puisse continuer à faire tourner son usine. Finalement tout finit par se savoir à Malik. Écoute, oui, c'est ce que manifestement, oui, la vérité sort. Tu partages l'avis d'Hanan? Est-ce qu'on est peut-être la veille d'un scandale d'État dans cette affaire en particulier? On peut peut-être c'est pas une hypothèse déraisonnable, parce que c'est quand même troublant, sachant que Daesh a quand même est responsable de tueries monstrueuses, aussi bien en Irak, en Syrie, mais aussi en France avec ces ignobles attentats qui ont coûté la vie à des dizaines et des dizaines de personnes. Donc il y a vraiment de quoi s'interroger, et là c'est un minimum. En tout cas, affaire à suivre, parce que je pense qu'on va être amené à en reparler de cette affaire. Dans un instant, on va parler d'un autre sujet, d'une opération qui s'est déroulée la semaine dernière, qui a été d'ailleurs très commentée, notamment par Aurore Berger, sur cette idée, j'allais dire initiative de ces élus qui ont décidé d'aller de passer une nuit dehors finalement pour alors on va demander d'ailleurs tout à l'heure à ton invité Hanan. Oui. C'est quoi? C'est du soutien aux sans-abri? C'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils vivent. Donc tout ça, on va lui poser la question puisqu'elle sera notre invitée dans un instant, et elle s'appelle Mamassi sur France Maghreb 2, le coup de cœur de Hanan Zawani, avant évidemment le retour du Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, et Malik Bezou qui doit nous quitter évidemment. En tout cas, merci d'être venu Malik, ça fut vraiment un moment très agréable que nous avons passé avec toi. Pour et on cite tous les auditrices et auditeurs, merci, histoire de se réconcilier avec l'histoire de France, ça peut être intéressant. C'est Malik Bezou, donc le livre s'appelle, est sorti en 2015 chez Plomb, France, Islam, choc des préjugés, vraiment à lire absolument, et on a hâte de découvrir le prochain ouvrage qui sortira, tu nous as dit tout à l'heure, au mois d'octobre prochain. Merci beaucoup Malik. Merci Malik, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Malik. Voilà, Malik Bezou qui était notre invité depuis tout à l'heure dans cette émission Le Grand Forum. Ma chère Hanan, on va accueillir maintenant dans le cadre de ton coup de cœur une autre invitée. C'est parti. Tout à fait. France Maghreb 2, le coup de cœur.
Je te laisse le soin de nous présenter ton invité, ma chère Anan. Alors, mon invitée du jour, donc elle s'appelle Mamassi, donc c'est une femme de cœur, c'est une femme politique aussi, qui est maire adjointe de Étampes et qui a lancé l'initiative Plus personne dehors. Donc une initiative en fait qui réunissait des élus franciliens de gauche comme de droite. Toutes ces personnes-là, donc elle nous précisera leur nombre, ont passé la nuit en période de grand froid auprès des SDF pour justement interpeller et alerter sur le sort de ces sans-abri. Bonjour Mamassi. Bonjour, merci à vous. Alors Mamassi, cette initiative donc organisée la semaine dernière, c'était en pleine période de grand froid. C'était quoi l'objectif principal ? L'objectif principal, c'était vraiment de sensibiliser nos pairs sur la question des conditions de vie de ces personnes sans-abri. Parce qu'effectivement, des sans-abri, il y en a toujours eu, on les a toujours vus. Mais à quel moment est-ce qu'on a tenté réellement de faire en sorte que cette situation ne perdure pas et s'arrête ? Et il a fallu marquer un coup. Donc on s'est dit, on essaye en tant que militants, on essaye en tant que dans nos différents métiers respectifs, mais là il fallait qu'on essaye politiquement parce qu'en réalité c'est là que tout se passe. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en mobilisant. Il y avait combien de personnes de réunies parce qu'on n'a pas du tout les mêmes chiffres selon les journaux. Je crains et je pense que les chiffres ont été revus à la baisse alors qu'on m'annonce une réalité de 30 à 40 élus locaux sur place. Alors sur place, il y en avait 47. Bravo. Et qui ont passé la nuit 11. D'accord, parce que bon notamment sur les journaux, on parle de 10 à 15 personnes quoi. Est-ce que ces élus avaient tous ou la plupart la même couleur politique ou pas ? Absolument pas. Nous avons justement l'idée, c'était justement ça, c'était de dire il ne s'agit pas là d'un parti politique. L'idée n'est pas d'arriver, d'afficher une couleur et de dire voilà, la gauche sont les gentils et la droite non. Nous étions là sur une notion humaine, de dire que peu importe qui, à partir du moment où on était politisé, il fallait qu'on puisse à un moment donné défendre nos valeurs républicaines et sortir, dénoncer et être force de proposition pour faire en sorte d'y remédier. Comment réagissez-vous pour terminer aux commentaires, enfin quelques-uns des commentaires, notamment celui de la députée Aurore Berger? Bon, honnêtement, j'ai même pas envie en fait d'alimenter la polémique des parlementaires parce que je me dis aujourd'hui ce qui est dommage, moi que l'opinion publique n'ait pas réellement compris l'intention, c'est une chose parce qu'effectivement en prenant le risque de sortir avec nos écharpes, on représente les politiques. Donc moi je m'attendais à ce genre de réaction et j'ai envie de dire qui est légitime. Parce que quand on entend politique, on se dit mais ce sont eux les décisionnaires. Donc c'est un peu curieux d'être à la fois décisionnaire et de dénoncer. Cependant, comme j'ai pu le réitérer à plusieurs reprises, nous ne sommes que des maires adjoints. Voilà. Maintenant, Aurore Berger, je ne lui répondrai pas en direct parce que je pense qu'elle a voulu surfer sur justement une communication. Je me dis que c'est dommage. Ils sont parlementaires. Ils ont la possibilité, eux, justement, à leur niveau, de dénoncer, mais au-delà de dénoncer, de faire en sorte que la loi soit appliquée. Parce qu'on leur demande même pas, aujourd'hui, de réformer. On leur demande juste, déjà, d'appliquer la loi. Et de faire en sorte que les personnes puissent s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. 50% de SDF, une augmentation de 50% en 10 ans, c'est pas normal. 140 000 personnes qui vivent à la rue, c'est pas normal. Et quand on entend 500 personnes qui ont perdu la vie en 2017, moi j'attendais de nos parlementaires qui justement ils commentent en disant on a échoué certes, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vraie question. En tout cas, on est très loin de l'objectif d'Emmanuel Macron, plus personne dans les rues d'ici la fin de l'année. Bon, merci en tout cas Mamassi de nous avoir parlé de cette initiative qui est peut-être amenée à se renouveler. Je vous le dis, c'est le début d'un processus qui va aller très loin. On va construire des propositions avec les acteurs de terrain. D'ailleurs, là, on a déjà arrêté des temps de travail avec les organismes sociaux, avec les associations, parce que le premier coup, c'était juste de dire, voilà, maintenant tout le monde est au même niveau d'information, tout le monde est informé qu'il y a un problème, qu'il va falloir résoudre. Maintenant, après avoir dénoncé, place à l'action, et je peux vous dire qu'on ne compte pas s'arrêter là.
Merci Mamassi en tout cas. Merci Mamassi. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup et merci à toi Anan pour ce coup de cœur Oui, alors d'aujourd'hui. juste une petite info parce que ça a été bien relayé dans les médias. Donc on a une équipe justement d'élus locaux qu'on va retrouver sur notre chaîne préférée France Maghreb 2 ce soir à 22h avec l'animateur Fauzi qui va accueillir justement plusieurs élus locaux et qui va accueillir également Philippe Robin, donc qui est sans domicile fixe et qui a passé justement la nuit auprès de ces élus locaux. Donc pour avoir plus d'informations puis continuer à vous tenir informés de cette belle action, rendez-vous ce soir sur France Maghreb 2 à 22h. Au moins tu es informé avant moi, c'est parfait. C'est bien, bravo ma chère Alan. Et donc rendez-vous donc ce soir avec l'excellent Fauzi ce soir il y a des soirs comme ça d'ailleurs sur France Maghreb 2 comme tous les lundis soirs sur France Maghreb 2 dès 22h. On attendait ce moment pour finir cette émission, c'est le retour du Libertad après une petite semaine de vacances en direct sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000. Oui, on n'a pas eu l'occasion, j'allais dire c'est regrettable de vous prendre vos appels aujourd'hui. L'occasion vous en est donnée maintenant pour terminer cette émission. J'ai envie de dire 01 40 33 9000, que vous soyez de Marseille, on vous salue d'ailleurs. Vous avez de la chance, c'est un peu plus chaud qu'ici d'ailleurs. 01 40 33 9000 de partout en France et partout dans le monde, j'ai envie de dire, grâce à l'application France Maghreb 2 que je vous invite à télécharger, que ce soit d'ailleurs sur Android ou Apple. Eh bien, n'hésitez pas, France Maghreb 2, c'est ce que vous tapez, vous téléchargez l'application et ainsi que restez connecté à votre radio partout où vous trouvez. C'est quand même formidable. En tout cas, la manière de consommer la radio qui a quand même largement changé. Tiens, on prend un appel comme ça au hasard. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Il est dans le train. Ah voilà. Oui, ça faisait longtemps, ça nous avait manqué. En même temps, c'était le salon de l'agriculture, peut-être que c'est une référence qui s'est terminée hier soir. D'ailleurs, je tiens à saluer en passant, apparemment Emmanuel Macron a encore battu un record, celui de la présence de la présence au salon d'agriculture. Il y a passé pratiquement 12 heures. Ah bah oui, voilà. C'est très long. Ah oui, apparemment il s'est bien éclaté. Je sais pas s'il a bu autant que Jacques Chirac à l'époque, mais bon. Il a fait preuve d'autorité, mais oui, c'est ça. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom et votre ville d'appel? Je m'appelle Linda. Et vous appelez d'où, Linda? De Marseille. De Marseille. Bonsoir Linda, on vous écoute. Qu'est-ce qui se passe, Linda? C'est Christophe? C'est lui-même, oui, en personne. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je dirais juste une seule chose. Vive France Maghreb 2, vive la liberté d'expression. Voilà. Merci Linda. Bonne soirée, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà, ça c'est le meilleur des témoignages. Bien accueilli Christophe. 01 40 33 9000. Non, c'est pas que Christophe, c'est le travail d'une équipe, le Grand Forum. Faut le saluer quand même. C'est ça. C'est vrai. Voilà. 01 40 33 9000 avant de retrouver l'excellent Medjed qui va vous transmettre sa bonne humeur légendaire dans un instant sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000, c'est votre exercice de fin d'émission pour nous appeler, nous dire ce que vous voulez, nous faire part peut-être d'un événement qui se passe près de chez vous, passer un bonjour ou simplement faire un petit commentaire, qu'il soit positif ou négatif, parce que le négatif aussi peut faire avancer dès lors que c'est constructif. 01 40 33 9000, évidemment c'est votre numéro de téléphone qui arrive jusque nous, mais on aura malheureusement plus le temps puisque c'est déjà l'heure de se quitter. Bah oui, l'heure c'est l'heure et ma nouvelle résolution après les vacances c'est d'être à l'heure. Donc on va essayer en tout cas de s'y tenir. Merci à tous de votre fidélité. Demain rendez-vous avec Nasser Lajili et Osinas. Ma chère Anan, tu nous feras le plaisir de revenir dans la semaine puisque je crois, j'ai ouï dire que jeudi 8 mars est la journée des droits des femmes. Les droits de la femme, exactement. Donc je serai là avec Fatima Wassak et Nadia Lazouni. Fatima Wassak et certainement Nadia Lazouni. Puis si Maïssa peut nous rejoindre, pas de souci. Toutes les femmes du LGF, forcément, ça serait bien. Merci beaucoup Anan, en tout cas. Belle émission de rentrée. Très bonne semaine, chers auditeurs et chères auditrices. Et dans un instant, l'excellent Medjed, donc pour sa bonne humeur légendaire jusqu'à 20h. Excellente soirée. Rendez-vous ce soir à 22h
pour justement continuer de parler de ce que l'on a évoqué avec Mamassi qui était notre invité il y a quelques instants. Bonne soirée à tous, le flash de 18h, c'est avec Marine Garel, pardon. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Carlos souriant et point levé à l'ouverture de son procès aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Le terroriste vénézuélien comparé en appel pour l'attentat du drugstore Publicis en 1974. L'attaque avait fait 2 morts et 34 blessés. Carlos a déjà été condamné à 3 reprises à la réclusion criminelle à perpétuité pour 3 meurtres, 4 attentats et en première instance pour l'attaque du drugstore. Muriel Pénicaud a présenté ce matin le volet formation professionnelle de son futur projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé que chaque salarié disposerait de 500 € par an pour se former à la place de l'actuel compte en heures et que la collecte des fonds serait dorénavant assurée par les URSSAF. Actuellement, la collecte est réalisée par les organismes paritaires collecteurs agréés. Avec la réforme, les salariés disposeront sur leur compte de 500 € par an, plafonné à 5 000 €. Ce procès à Perpignan qui s'est ouvert sous haute sécurité, celui de Jacques Rançon, le tueur de la gare. Il comparait pour 2 viols et 2 meurtres. Ce week-end, pas moins de 7 personnes sont mortes dans des avalanches. À mi-saison, on dénombre déjà 23 morts, tout massif confondu. Un bilan extrêmement lourd qui dépasse déjà le niveau des hivers 2016 et 2017. CGT et Force ouvrière disent non au plan de départ chez Pimki. Un rejet quasi symbolique puisqu'il n'empêche pas la direction de l'enseigne d'appliquer ce plan. Il prévoit le départ de 208 salariés. Les syndicats déplorent que leur grande revendication ait été refusée. L'interdiction des téléphones portables au collège va être inscrite dans la loi. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a affirmé ce matin que cette mesure ferait l'objet d'un article législatif prochainement. Et puis Brigitte Macron s'est rendue dans un lycée à Dijon pour une visite consacrée à la lutte contre le harcèlement sexuel aujourd'hui. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. Homophobes, pareil, qui ont une obsession des femmes voilées. Le printemps républicain, par exemple. Même pire que le printemps républicain. Il avait retweeté un tweet d'un Palestinien qui est vraiment très très dur sur les réseaux sociaux concernant les femmes voilées. Ça dépasse même la dureté. Il devrait être arrêté, je veux dire, cet homme-là, quoi. Bon, on en termine avec Bernard de la Villardière et ses confidences sur son fils. Concernant son fils, il s'est pris une raclée. Nos enfants sont déjà pris une raclée, c'est pas la fin du monde, quoi. Oh, attention, on va peut-être interdire la fessée, fais gaffe. Non, mais de temps en temps, quand ils sont petits, c'est mérité. Après, oui, je suis d'accord avec. Petit ou pas d'ailleurs, quand c'est mérité, c'est mérité. Hein. Voilà, oui. Après, il faut expliquer les choses. N'a jamais fait de mal à personne, quand même. Les choses, ouais. Bon, c'est vrai que certains psychologues considèrent, et c'est pertinent, que donner une fessée, c'est aussi peut-être un acte, c'est un échec en termes éducatifs. C'est peut-être aller vers la simplicité, mais en même temps. Bon, je m'en suis pris, ça m'a pas marqué. Hein, non, mais bien évidemment. Ouais, en tout cas, ça, à la limite, ça peut même marquer en disant, tiens, la seule claque que j'ai pris de mon père, c'était pour une raison, voilà. Hein, tu vois, et ça marque à vie. Et bon, quand ils grandissent et puis qu'ils font 1m75 et qu'ils sont plus grands que toi, ou que ta fille a 20 ans et qu'elle est plus mastoc que toi, on en met moins, je dirais. Ça sent le vécu, ça. Je pourrais dire juste un petit mot sur. Je t'en prie, Malik. Le monsieur de la Villardière. Bernard. Nanar, si tu veux l'appeler Nanar, vas-y, appelle-le Nanar. Beldé, c'est ça. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il est pas le seul. Il y a un véritable, comment dirais-je, état d'esprit caractérisé par une ignorance totale et même un discours peut-être idéologique concernant à réduire la femme musulmane qui porte le foulard à une militante politique. C'est absolument ridicule. Le port du foulard, effectivement, dans une vision orthodoxe et classique de l'islam. France Maghreb 2, France Maghreb
Ah, je suis ravi de vous retrouver, messieurs, dames. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. C'est votre LGF, votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h sur France Maghreb 2. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui avaient la chance d'y être. Et puis, bonne rentrée, bonne reprise à tous ceux qui ont repris le travail aujourd'hui. Et il y en a quand même pas mal. Alors, c'est reparti pour une nouvelle semaine du Grand Forum avec aujourd'hui, pour nous accompagner, la ravissante Hanan Zawani. Comment va-t-elle? Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs et chères auditrices, salam alaikum. Écoutez, ça va Christophe, très bien, ravi d'être de retour parmi vous. Absolument, et ravi de faire ma rentrée avec toi, ma chère Hanan. Et on va également accueillir, puisqu'il est avec nous, il sera notre invité, il va nous parler de son livre tout à l'heure, monsieur Malek Bezou. Bonjour Malik. Malik Bezou. Bonjour Malik. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Vous allez ainsi nous présenter votre livre, qui est un livre de réflexion. Au cours d'un sujet, autour d'un sujet que vous connaissez bien et que vous avez tenté de parcourir au travers de votre livre. Donc c'est France Islam. On va en parler tout à l'heure, donc de ce livre. France Islam, le choc des préjugés. Le choc des préjugés, pour être tout à fait complet, pour le titre, exactement. Malik, sois le bienvenu, en tout cas, sur France Maghreb 2, jusqu'à 18h. Avec vous, chers amis auditeurs, on ne change pas une équipe qui gagne et les bonnes habitudes. À savoir, évidemment, et pour commencer, le programme du LGF de ce lundi. Sur France Maghreb 2, c'est parti. En ce lundi, nous sommes le 5 mars. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, la ville de New York a accepté d'indemniser 3 femmes obligées de retirer leur foulard. Pour prendre une photo d'identité, elles recevront 60 000 $ chacune. Invité Malik Bezou, auteur du livre France Islam, tout à l'heure à partir de 17h. L'entreprise Lafarge est soupçonnée d'avoir versé de l'argent à des groupes armés en Syrie. Il n'y a aucun mépris dans mon propos. Je veux simplement dire que, j'ai pas vu des livres circuler. Ça se saurait. Non, mais vraiment, c'est sans aucun mépris que je dis ça. Maintenant, par rapport à ses propos, il a, à mon sens, le droit de considérer, il a le droit d'avoir cette opinion, mais il se trompe. Il est dans le préjugé grossier. Considérer que le port du voile est le signe, comment dirais-je, d'une manifestation politico-religieuse, c'est ridicule. C'est historiquement, scientifiquement, totalement infondé. Non, mais lui, déjà, historiquement, depuis pas mal d'années, on va le rappeler, il a quand même une obsession sur l'islam, sur les musulmans. Quasiment à chacun de ses reportages, même quand il n'y a pas lieu d'en parler, il va tout le temps mettre en lien avec les musulmans. Il y a des amalgames, en tout cas dans sa bouche, que je trouve assez dangereux entre musulmans, islamistes, puis ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc pour en revenir à ce qui s'est passé la semaine dernière sur le plateau de Cyril Hanouna, donc TPMP, c'est que Rokhaya Diallo d'emblée en fait a été assez agressive, parce que je pense qu'elle en avait assez, en lui disant écoutez, votre manière de traiter l'information, elle est juste inacceptable. Et lui tout de suite déjà a refusé de lui répondre, et surtout il est revenu encore sur son obsession. Oui, mais le voile, voilà, c'est une revendication politico-religieuse, et pour un journaliste j'ai trouvé ça vraiment petit et bas de sa part. Tout de suite il a fait le lien avec l'Iran, la Tunisie, alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Donc il est Boko Haram, oui. Ouais. Donc de toute façon, même par ses tweets, je sais pas si tu le suis sur Twitter, mais bon. Non. Même, enfin, quand il a été entre guillemets, enfin, il retweet des personnages un petit peu sulfureux. L'ambassadeur de France admet avoir rencontré ses dirigeants après avoir nié tout contact. La question LGF du jour. Veiller à la déontologie des programmes audiovisuels est une des missions du CSA. Ce concept comporte plusieurs volets dans le respect de la personne humaine et la lutte contre les discriminations, l'honnêteté, l'indépendance de l'information. Pensez-vous que ces règles déontologiques soient actuellement respectées dans les médias? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin, et pour finir tout à l'heure, le retour de Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, le LGF évidemment, qui fait son grand retour en direct en ce lundi 5 mars. Ravi de vous retrouver.
Et c'est vrai que ça fait du bien, une petite semaine comme ça de repos. Ah oui, on va pas s'en priver quand même de temps en temps, hein, ma chère Anne. Heureusement que ça existe les vacances. Pour toi, c'est une fois de temps en temps. Septembre et le mois de juillet. C'est ça. Oui, bon, on aura d'autres encore. T'as un acharné de travail, hein, dis donc. Hein. Alors, on essaie, 7 jours sur 7. Non, 5 jours sur 7. 5 jours, ça suffira, oui. Absolument. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. LGF, le Grand Forum, votre émission, votre talk de fin d'après-midi, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble surtout, chers amis, auditrices, auditeurs, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand et partout ailleurs en France, au travers de nos différentes fréquences FM et RNT. Et aussi pour ceux que éventuellement ça peut intéresser, de télécharger l'application France Maghreb 2, puisque ainsi vous pouvez rester connecté à votre radio partout où vous vous trouvez sur le globe. 01 40 33 9000, ça c'est le numéro de téléphone pour arriver jusque nous. Mais avant toute chose et avant de parler de la question du jour aujourd'hui, qui va mériter qu'on s'y arrête, et peut-être que l'on va vous solliciter aussi pour que vous puissiez nous donner votre avis, parce que il y a aussi ces citoyens qui se mobilisent, donc il faut les saluer au travers de différentes mobilisations. Ça entreprend et donc ça a mérité d'être salué. Pour le coup, on va démarrer tout de suite avec le zapping. C'est les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé tout au long du week-end. On va commencer, ce zapping avec Bernard de la Villardière, qui fait la tournée des médias en ce moment, hein, qui était l'invité de Thierry Ardisson, les Terriens du dimanche hier soir sur C8. Et il confie avoir donné une baffe à son fils. Pour quelle raison? Écoutez. Parents, c'est dites à vos enfants que vous les aimez, quoi qu'il arrive. Parce que moi, mon père m'a cogné pas mal, même trop parfois, mais il m'a toujours dit qu'il m'aimait. Et cet amour de mon père a beaucoup plus compté que tout le reste. Il y a quand même une fois, vous avez cogné votre fils Marc, quand même. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai trouvé une boule de shit dans son jean, dans la poche de son jean, il avait 15 ans. Et donc j'ai fait un peu la morale, et il m'a dit, et voilà, comme tous les parents, j'ai pensé que c'était pas de sa faute, c'était la mauvaise réputation, c'était ses copains. Et je lui ai dit, arrête de voir tes copains qui sont cons. Et réflexe, il a dit, mais non, c'est toi qui es con, papa. Donc je lui ai mis un pain, ouais. Il a continué à se défoncer ou pas? Mais une autre fois, un peu plus tard, en fait, ma femme m'a appelé pour me dire, je croyais que j'avais réglé la question, et j'étais en Afghanistan, et ma femme m'appelle, et elle me dit, j'ai trouvé une pipe de shit dans la poche de ton fils, il a pas arrêté. Et je lui dis, bon, passe-moi Marc, je lui fais la leçon, et il me dit, c'est pas moi papa, c'est pas moi papa. Tout d'un coup, je réfléchis, et en fait, c'était un truc que j'avais ramené d'un voyage. Voilà pour les petites confidences de Bernard de la Villardière qui, ma chère Anne, je sais pas si tu l'as vu la semaine dernière, bien s'est fait remarquer avec encore une phrase sur le foulard, avec notamment Rokhaya Diallo la semaine dernière. Bah c'était, pour ma part, ils se sont fait remarquer tous les deux, que ce soit Rokhaya Diallo ou de la Villardière. Je les ai trouvés ni l'un ni l'autre, enfin aucun n'était à l'écoute de l'autre. Il y avait aucune volonté d'en réalité discuter et puis d'arriver à une position commune. Donc en toute sincérité, avec tout le respect que j'ai pour Rokhaya Diallo pour son combat, je les ai trouvés mauvais tous les deux. Tiens Malik, est-ce que tu regardes, est-ce que tu suis un petit peu le cas Bernard de la Villardière qui se fait remarquer avec ses sorties peu glorieuses sur le foulard, sur les femmes voilées, etc. Oui, enfin, je n'ai pas un intérêt particulier pour ce personnage.